aussi beaucoup Daniele Giglioli pour cet usage-interprétation si élégant et si complexe du texte de Saramago. Je pense qu'il y aura certainement des questions et donc, comme je disais, j'ouvre tout de suite le débat. Oui, Christine Baron. Au fond, sur cette mélancolie, cette installation d'une forme de mélancolie, cette mélancolie collective, c'est aussi la mélancolie du tyran. Et là, je pensais à au fond, cette absence d'altérité qui suppose cette massification d'un vote blanc, de telle sorte qu'on a besoin de s'inventer un ennemi. Et qu'au fond, on est très exactement dans ce dispositif politique décrit Roberto Esposito, de la biopolitique comme une maladie auto-immune des sociétés, au sens où elles utilisent, au fond, elles instrumentalisent le concept de terrorisme comme fabrication, diraient certains, de l'axe du mal ou de cette altérité inexistante. Au fond. Et c'était exactement aussi ce que décrit Frédéric Nera. Et je me demandais, actuellement, dans les écrits en théorie politique italienne, s'il y avait des éléments qui corroboraient cela. Je connais un petit peu l'œuvre d'Esposito, mais pas... Le victimisme de pouvoir, c'est de tous les temps, vous le savez. Mais c'est intéressant parce qu'en littérature, il y a le thème du roi qui se plaint. Don Carlos, Schiller, et les tyrans aussi. Les tyrans et mélancoliques dans Platon. Et la chose qui m'intéresse, c'est que cette mélancolie est partagée par la population, par la vie quelconque, pas de nom. Il n'y a pas de personnage nommé dans la capitale, et par les ministres, par le gouvernement, par les hommes politiques, par le président de l'Europe. C'est une loi qui est commune et qui ne peut pas être traversée par un clivage. La faute, je crois, c'est trop facile de donner la faute au tyran, au pouvoir. C'est le manque de conflit, le manque qui détermine la mélancolie, c'est quelque chose qu'on a peut-être intériorisé jusqu'à ne pas se distinguer plus du discours du pouvoir. Le discours du pouvoir nous parle, disait peut-être Lacan. Je ne sais pas, je vous ai répliqué. Dans la théorie politique italienne, non, je ne sais pas. On n'est pas beaucoup intéressé à la psychologie. La psychologie, c'est exclu de la façon. Il y aura d'autres. Avec moi, s'il y a d'autres interventions. Sinon, je voulais revenir un instant sur ta conclusion que tu dis. On ne peut pas implémenter davantage la littérature. C'est-à-dire, je voudrais te demander d'expliciter un peu cette visée théorique de ton propos, qui est évidemment un peu une position complexe entre un retour d'engagement et une constatation d'une absence partagée, généralisée. Donc, je voudrais que tu reviennes un peu sur... Non, c'est vrai. Peut-être avec un jeu de mots, on dit que la littérature donne à voir. Je crois que peut-être la tâche la plus importante de la littérature, c'est donner à vivre, c'est donner à faire, qui n'est pas l'engagement traditionnellement entendu de dénoncer quelque chose, mais démontrer, de faire voir, de donner à voir, ce qui nous empêche de vivre, de démolir, ça veut dire faire tomber ce qui nous empêche de penser notre vie comme quelque chose qui a, Franco Fortini, un grand poète italien, disait un usage formal, un usage pas seulement matériel qui sert seulement à la reproduction, le bios. Le bios, c'est ça. Le bios, c'est parce que selon les anciens, selon l'hypothèse moderne que j'aime, la praxis, disait Aristote, c'est quelque chose qui n'a autre goût en dehors de soi-même. Même, au contraire, la poésie, la production, je fais quelque chose, le goût, la bonne action, c'est faire ça, c'est faire le poème.
La praxis, c'est l'usage formal de sa propre vie. C'est ça, je crois que à cui Aiguisé. hein? Aiguisé. À cui. Non, a cui, alla quale auquel la littérature allude. Fait allusion, sì. Oui, en fait, tu cites Franco Fortini, et Franco Fortini reprend une phrase célèbre de Théodore Adorno qui dit il n'y a pas de, enfin je cite de mémoire, je peux me tromper, il n'y a pas de vie authentique dans notre condition inauthentique, et Fortini renverse, il n'y a pas d'authenticité que dans l'inauthentique. C'est-à-dire, nous nous inscrivons, toute notre praxis s'inscrit dans une situation qui est inauthentique, mais cela ne nous empêche pas de penser justement Mais tu as justement noté la contradiction, parce que d'une part je pense comme ça, d'autre part je pense plus que seulement que la vraie vie c'est la vie vécue par la littérature, dans la littérature. Il faut recomposer les deux parties qui se sont séparées. Raphaël Adorno. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une réflexion. Ce qui m'a grandement frappé dans tes derniers livres, c'est-à-dire dans Critique de la victime et dans Statu Minoritatis, c'est que je vois là une sorte d'effacement de certaines catégories. Tu as choisi pour Statu Minoritatis ce texte de Saramago, qui en effet efface, qui doit sa puissance au fait qu'il efface certaines catégories éthiques et politiques. Bien sûr, l'autre, il n'y a pas d'autre dans le roman de Saramago. Ce sont tous les mêmes. Tu l'as bien montré, soit le pouvoir, soit le peuple ont des défauts. Il n'y a pas de contradiction, car à la fin, il y a une espèce de réduction ad unum dans laquelle on ne voit plus aucune contradiction. Et à la fin, surtout, il n'y a aucun conflit réel, car en effet, l'élection, la votation du roman cache quelconque conflit. Il n'y a pas de position du pouvoir contre le peuple ou du peuple contre le pouvoir. Or, bien sûr, cette triple effacement de l'autre, de la contradiction du conflit, c'est la force du texte de Saramago. Mais tu crois que ce soit un diagnostic correct pour le présent? Tu crois que cette image hallucinatoire que Saramago nous donne soit une diagnostic correct de ce que se passe en Europe dans ce moment, avec les immigrés qui meurent dans la Méditerranée et toute la rhétorique qui ont fait de ça, mais qui ne peut cacher qu'il y a réellement des gens qui meurent affreusement, qu'il y a des tensions, qu'il y a une crise réelle, effectuelle, et qu'il y a toujours une conflictualité qui de quelque façon est cachée, submergée, réglée par l'Allemagne, l'Union européenne, etc. Tu ne crois pas qu'un discours comme celui que tu as fait avec une extrême lucidité, je dirais d'une façon très rude, court le risque de cacher à lui-même les contradictions qu'il y a dans la réalité. En effet, cette posture mélancolique qu'on dénonçait, et qui est la posture mélancolique soit du pouvoir, soit du peuple, mais c'est en effet la légitimation de l'inaction, car c'est extrêmement noble être mélancolique. C'est une espèce de récupération d'une noblesse spirituelle vis-à-vis d'une impossibilité, mais à l'essentiel de faire une chose quelconque. Je me rends compte que l'opposition est extrêmement rude, mais j'ai eu l'impression, en lisant tes livres, qu'il y a là une espèce de tant pis, tant mieux. Tant pis, tant mieux. Nous sommes à la catastrophe, mais nous sommes conscients de la catastrophe, et ça nous légitime en tant qu'antélo, et ça nous donne une certaine noblesse spirituelle à la Hamleto, à la Hamlet, à Richard II, Déjà, Albert disait que la dépression, c'est l'ancienne mélancolie de l'homme de génie démocratisé, si vous voulez. Mais je crois, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis sur le roman de Saramago. On peut dire qu'il n'y a pas d'autre, tout est autre. Il n'y a pas tout est même, parce que tout est autre, il n'y a pas aucun point de rassemblement des idées, ou même de conflits. C'est tout à fait pulvérisé.
lyophilisé. Quant à si ce sentiment d'impuissance généralisée est fidèle à la situation actuelle, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Je crois que peut-être Angela Merkel ou quelqu'un d'autre a le sentiment de pouvoir faire quelque chose. Mais je crois que la plupart des gens, si, d'accord, les gens qui meurent dans les guerres, l'éviction, la crise économique, mais a la sensation que qu'est-ce qu'elle peut faire. Et aussi les paradigmes victimaires, c'est très intéressant pour ce qui concerne la tragédie des migrants. Parce que nous les voyons seulement encadrés comme des victimes, quand ils ne sont pas des victimes. Ils ont été des victimes avant, ils sont fuis de la guerre, de la misère. Mais quand on décide de se mettre à risque pour venir chercher une vie meilleure, on n'est plus une victime, on est un sujet. Et nous le regardons comme des victimes parce que nous avons peur de les considérer des sujets. Parce que s'ils sont des sujets, il faut que tôt ou tard, il faudra se mettre ensemble pour décider de cet espace qui est commun. La victime est quelqu'un qui a droit à compassion, en aide, en solidarité. Le sujet est quelqu'un qui a droit à négocier avec moi. Et c'est quelqu'un qui arrive peut-être des portateurs de culture, d'habitudes, de valeurs que peut-être nous n'avons pas. Ce sera un problème, c'est de diviser la Méditerranée comme un espace commun. Mais il n'y a pas, à mon avis, aucune idée de ça encore, parce que les paradigmes victimaires couvrent l'événement, couvrent la situation avec son imaginaire, avec sa catégorie. Sur le risque du tanto peggio, tanto meglio, c'est la tentation systématique des interlocuteurs. Très brutal. N'est-ce pas que le regard mélancolique est à sa fois un regard victimaire? Un regard victimaire lui-même, le regard mélancolique? Oui, peut-être. Je me sens toujours plus un personnage du tableau, plus que quelqu'un qui regarde un tableau, qui décrit un tableau. Je ne me sens pas du tableau dont je parle, un personnage de fiction si tu veux. Je parle d'un roman, je suis dans le roman, et oui, peut-être. Je partage tous les 5 dispositifs dont je cause la population et le gouvernement. Oui, ça arrive. Oui, c'est plutôt pour répondre à Raphaël, c'est ça. Et cet après-midi, bon, je vais rentrer dans le détail puisque je vais en parler, mais cet après-midi, je vais montrer qu'il y a d'autres formes de mélancolie. Une mélancolie qui, justement, n'est pas du tout la tour d'ivoire. Je parle pas assez fort? Oui. Qui n'est pas du tout la tour d'ivoire de l'Intello, à l'Hamlet, etc. Une mélancolie qui est plutôt un appel à agir par l'empathie, par la compassion, etc. Donc il n'y a pas que cette mélancolie. Je l'espère bien. Oui, pour rebondir sur votre intervention, Christine Baron évoquait l'œuvre de Roberto Esposito, qui a inventé ce concept d'impolitique, pour justement faire valoir l'impouvoir propre aux intellectuels, aux romanciers, peu importe, à tous ceux qui veulent intervenir dans le champ symbolique actuel. Et dans un autre de ses livres, Communitas, il montre bien comment la notion du commun, de la communauté, provient du cum munus. Munus ayant 2 sens. D'une part, dette et devoir, que gère le politique, et d'autre part, dons, grâces, dépenses, pertes, qui est la condition même de l'expression littéraire, si vous voulez, ou artistique. Bon. Alors, il me semble qu'effectivement, ce dispositif d'impouvoir est porteur d'une impolitique qui fait valoir un autre sens du munus, dans le commun, qui est celui justement non pas de l'économie de la dette et du devoir, ce qui relève du bios, mais du don, de la grâce, de la perte, etc., qui relève de quelque chose qui est la vie nue. Et en ce sens, je suis assez d'accord avec vous, si on fonde l'acte littéraire sur cet impouvoir-là, qui n'est pas une
une impuissance, une autre façon d'aborder le politique, à travers une impolitique. On est dans un agir encore, pas seulement un bâtir, mais qui bien sûr s'appuie non pas tant sur des idéologies, sur des programmes d'action ou sur une certaine complicité avec un pouvoir ou un contre-pouvoir, mais avec quelque chose qui est de l'ordre de l'Einfühlung, c'est-à-dire de l'empathie au sens fort du terme, qui n'est pas la sympathie, qui est autre chose, qui est se mettre à la place de l'autre. La littérature étant le lieu où s'exprime, disons, de manière plus intense, le sens de l'autre, non pas le sens du soi. Donc ça, c'est la base du même politique. Et vous savez que, bon, Esposito, dans les dernières pages de Communitas, ancre sa théorie du pouvoir, du politique comme tel, dans l'œuvre de bataille, donc par maudite, etc. Alors, il me semble que là, il y a des pistes intéressantes à explorer pour essayer de la caractérisation qu'on pourrait donner de l'acte littéraire aujourd'hui. Tu dois partir, mais simplement dire que je pense que c'est la semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, qu'est sorti le dernier volume, donc qui clôt la tétralogie de George Agamben sur la question d'Homo sacer. Et ce que je signale, parce que ça me paraît intéressant pour la discussion, c'est que les 150 dernières pages, qui n'est pas rien, sont consacrées exactement à l'axe que tu développes. L'idée que pour la première fois, il faudrait peut-être penser le rapport au politique comme puissance de destitution, et non pas comme puissance de constitution. Et au fond, il n'est pas impossible de penser la question de la mélancolie comme une ouverture à un pouvoir de destitution. Dans mon livre, je parlais de pouvoir destituant. Oui, qui est la catégorie. Mais le pouvoir destituant, on le voit. Mais je ne sais pas si ce livre est sorti à Montréal. C'est ce qui a fait la population. Ça ne marche pas. Mais c'est évident. Ça ne marche pas le pouvoir destituant. C'était déjà la thèse de Pierre Clastre dans La Société contre l'État. Il montrait comment le grand parler, qui correspond à la littérature des sociétés traditionnelles. De Gilles Deleuze à Plateau, c'est la même chose. Mais ça donne aussi des éléments de réponse aux remarques de Raphaël. Faire de la littérature depuis 2 siècles la question du lieu d'examen, de l'articulation au fond entre la vie nue et puis une vie qui vaut la peine d'être vécue, qui est quand même globalement l'histoire de la pensée occidentale, comment articuler le sensible, l'intelligible, etc. Tout ça est articulé autour de cette question de pouvoir de destitution comme harmonisation des 2 niveaux. Mais je ne sais pas s'il est sorti au Canada. Ce que dit aussi Frédéric Venera de l'autre manière, lorsqu'il dit qu'au fond, ce que doit apprendre la souveraineté aujourd'hui, c'est à cesser d'être précisément ce qu'elle est. C'est donc pouvoir destituer. Oui, je pense que, après cette discussion est très intéressante. D'ailleurs, hier soir, Jean-Pierre Vidal a commencé en disant, il y a 30 ans, on demandait d'où parle le camarade, et là, on a eu de points de vue, des incarnations de la voix très différentes. Daniel et Julien partent de l'intérieur d'un tableau, avec tout ce qui a été problématisé. On va voir de quel point de vue va parler.